Docteur Ali Toungara, ces mécanismes de dialogue traditionnel, est-ce qu'ils sont valables encore au Mali? Ces mécanismes n'arrivent même pas déjà à contenir les tensions internes, à fortiori des tensions nationales. Donc je pense qu'il faut quand même le saluer. À certains égards, ils parviennent quand même à se substituer. Par la prise de position de certains avec les élections et autres. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des personnalités qui ont cette carrière aujourd'hui d'appeler tout le monde au dialogue? C'est une question essentielle dans le contexte malien. Le référentiel, il est vraiment absent dans le contexte malien. Le religieux est contesté, le politique est contesté, l'enseignant est contesté, l'imam est contesté. Ça, c'était quand même sérieux. Les chercheurs sont très contestés. L'historien aussi. Donc, c'est quand même important, cette dimension du référentiel. Mais reconnaissons quand même, comme le disait Moussa, quelle que soit l'ampleur de la situation, on a quand même des ressources humaines, matérielles nécessaires pour déclencher un dialogue substantiel entre acteurs à l'interne. Mais pour ce faire, je pense qu'il ne faut pas aller avec le dos de la cuillère. Sinon, nous risquons de succomber au même charme de l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais quand vous apportez des solutions qui n'ont pas d'ancrage, naturellement, ce ne serait que des solutions passagères. Aujourd'hui, en toute objectivité, vous ne pouvez pas apporter des réponses durables à cette crise sociopolitique sans pour autant quand même clairement penser, on n'est même plus à l'étape de la pensée, sans pour autant clairement dire qu'il est indéniable que l'Assemblée soit dissoute. On va me parler qui va la dissoudre, qu'est-ce qu'il faut faire pour la récomposition. Et ceux qui n'ont pas été contestés parmi les députés. Oui, clairement. Oui. Mais en fait, lorsque les événements débordent les cadres des accoutumés, pourquoi on doit les dissoudre? Lorsque les événements débordent les cadres des accoutumés, malheureusement, l'institutionnel, on les met, je reprends mon expression, on les met dans les frigos. Alors maintenant, je pense qu'il faut revoir en toute objectivité l'Assemblée, tout en mettre en place une constituante qui va veiller, qui va jouer le même rôle que joue l'Assemblée jusqu'à l'élection présidentielle 2023. Cela est faisable. On a vu dans les pays voisins, effectivement, dans des situations de crise où on a procédé de la sorte. De la même manière également, il faut parler avec le dos de la cuillère. Qui sera membre de cette constituante? Là, on va également s'entendre, naturellement. Et si l'Assemblée actuelle sera absorbée avec d'autres acteurs. Non, non, ceux qui sont déjà à l'Assemblée, malheureusement, ils seront mis de côté. Parce que déjà, n'oublions pas quand même, ils constituent le 100% du problème, il ne faut pas l'oublier. Tous, pas tous quand même. On ne peut pas nuancer. Quelques circonstances. Est-ce que c'est l'Assemblée? À cette étape de la contestation, vouloir tirer de bons élus, de mauvais... Déjà, il y a des clubs de députés du peuple au sein de cet hémicycle. Ça montre qu'il y a des députés du peuple. Bien élus, c'est qui sont mal objectivité. Si l'on interroge l'Assemblée face à ces fonctions qui lui sont propres, des propos qui sont tenus par un certain nombre d'élus qui sont quand même bien élus, même si les élections ont été suivies par des groupes non conventionnels. Je pense à certains élus du centre du pays. Voilà, naturellement, la question de la réforme de l'Assemblée, elle se pose avec acuité. Vous allez me dire, la Cour constitutionnelle, qui va la remembrer? Il faut arrêter. Dans un état sérieux, lorsque le blocage est consommé, l'institutionnel, le juridique, je pense qu'il est extrêmement important de dire que s'il y a blocage, parce que l'institutionnel n'a pas fonctionné. Donc il ne faut pas proposer l'institutionnel comme solution. Donc la Cour constitutionnelle, elle est à mettre également, carrément de côté. Mais maintenant, il faut être sérieux avec ce mouvement. On ne peut pas, dans une telle agitation, désigner un Premier ministre sans pour autant quand même s'enquérir de la vie de ces différents acteurs qui sont à l'origine du mouvement du M5. Donc, il faut revenir sur le décret ou en tout cas, la nomination du Premier ministre. Cela est indéniable pour un Mali apaisé. Au moins, il y a question du gouvernement d'union nationale en plus. Non, je pense que c'est là également que les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'on entend par nation déjà, fortiori nationale et un gouvernement. Donc, une fois un gouvernement, un Premier ministre consensuel trouvé, on va naturellement définir. Tout cela, on peut le faire en une matinée. Quand le coup d'État a lieu, on a d'abord pensé à un référentiel, et on a fait appel justement aux juristes pour donner un habillage. De la même manière également, quand les différentes rébellions se sont éclatées dans une partie du Nord, on n'a pas fait recours à l'institutionnel, on a cherché d'abord
sur quoi s'entendre. Je pense que c'est extrêmement important, pour être sûr avec le débat, qu'on trouve d'abord un existant. Lequel existant pourrait être habillé en dernier instant, j'insiste là-dessus, par les juristes. Je pense qu'une fois que cela est fait, naturellement on peut oublier le départ du président. Je suis de ceux-là qui pensent qu'un départ prématuré du président serait vraiment scandaleux pour le pays, pour des raisons aussi très évidentes. Certes, il ne maîtrise pas aujourd'hui l'offre sécuritaire. Il ne maîtrise aucunement les mandats des différentes forces étrangères sur les territoires. À Gao, le gouverneur ne sait même pas quand la force Barkhane mène un maintien. Non, ce n'est pas dans son mandat. À Mopti, le gouverneur ne sait même pas quand une patrouille de l'aménagement effectue le déplacement. Donc, je sais de quoi je parle. Donc je pense que ce sont ces fondamentaux d'abord qu'il faut donner à l'État. Une fois que tout cela est obtenu, des réformes très sérieuses, rigoureuses peuvent être engagées. Mais on ne déclenche pas des réformes dans un État à la limite qui est plus que fantôme. Donc, je pense que si l'on ne fait pas attention également, dans ces soucis aussi émotionnels, dans cette escalade émotionnelle de trouver tout de suite une issue à la crise, nous risquons justement d'apporter des solutions passagères. Je suis pour la réflexion, je suis pour cette temporalité accordée à ce qu'on arrive à un gouvernement consensuel. Un mois, 2 mois, quitte à aller au-delà d'un an. On a vu en Belgique ailleurs où pendant 1 an, pas le gouvernement. On a prouvé qu'on arrive à quelque chose de consommable. Ça, c'est extrêmement important. Mais franchement, vous n'allez pas nous dire quand même que dans 2 semaines, il faut trouver coûte que coûte un gouvernement consensuel. Lequel gouvernement consensuel ne va pas s'interroger sur les causes profondes même de la paralysie. Sans ces causes profondes de la paralysie, nous allons, à coup sûr, dans 6 mois, dans 1 an, revoir un autre mouvement M5 qui va également demander, non pas le départ du président, mais plutôt le départ même du Mali, quoi. Il faut faire attention à tout ça. D'accord. Et beaucoup, est-ce que c'est le préalable pour le schéma architectural dont vous avez parlé? Non, je ne crois pas du tout. C'est pourquoi quel est votre schéma? On a beaucoup de successions d'échecs. Pourquoi? Parce qu'on a toujours voulu habiller le mensonge. Parce que quand il appelle des juristes, pour maquiller et habiller quelque chose, c'est ce qui nous amène là en réalité. C'est parce qu'on pose des actes qui sont contre nature, qui sont dans tous les sens. Maintenant, on demande à un spécialiste, venez m'habiller telle chose. Non, je pense qu'il faut qu'on soit plus sérieux que tout ça. Toutes ces solutions ne sont pas des solutions à prendre. Non, il a des approches très intéressantes. Parce que ça rentre dans le dialogue. Parce que nous, on n'est pas en train de dire aujourd'hui que Boussissé a été bien reconduit, ou qu'il y a eu ça, les sorties malencontreuses du président. Oui, on a constaté tout ça. C'est déplorable. Le gouvernement de l'Union nationale, tout ça, c'est la question de l'Assemblée nationale, de la c'est-à-dire que tout ça, non, il faut juste qu'on se projette dans qu'est-ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, s'il parle de dissoudre l'Assemblée nationale, moi je me pose la question d'abord de quelle Assemblée nationale on parle et qu'est-ce que moi je veux comme Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à l'Assemblée nationale? C'est parce que les gens sont mal élus? Donc, il faut regarder pourquoi les gens sont mal élus. C'est là où, quand j'ai parlé du chevauchement du pouvoir, là aussi, il n'était pas d'accord avec moi parce que, je dis justement, si aujourd'hui on se retrouve dans une configuration où on estime que M. Téminé est mal élu, c'est parce qu'on pense que le patron de la Haut a dû mettre sa main dedans. S'il est devenu président de l'Assemblée nationale, à tort ou à raison, on pense que le patron a mis sa main dedans. Mais qu'est-ce qui lui permet de se mettre sa main dedans? C'est le système qui pose problème. Donc aujourd'hui, si nous avons compris que c'est le mode électoral qui pose problème, ou c'est la loi électorale qui pose problème, moi je pense que, M. Tungara, je respecte beaucoup les chercheurs et les intellectuels dans ce pays. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre 5 ans pour que les gens réfléchissent à des mécanismes. Vous êtes des chercheurs, vous avez des modèles. Il y a plein de gens qui ont fait aussi des études. Depuis la crise de 2012, les gens sont en train d'étudier la crise. Vous êtes dans un centre d'études. Donc je veux juste dire que même le déni, pourquoi il a échoué? Parce qu'on en a fait un dialogue où tout le monde parle. Pour vous, ça a échoué? Non, ça va échouer. Pourquoi? Parce que la mise en œuvre demandait plutôt des techniciens. Je prends juste un exemple. Tu prends le problème sécuritaire. Moi, j'arrive au déni pour dire juste, j'en ai marre, mes parents sont en train de mourir. Mais est-ce que j'apporte une solution technique? Donc, si on avait consulté M. Tunkara, par exemple, qui est spécialiste en sécurité, il allait nous donner le modèle sécuritaire. Il définit le mandat de force. Le mandat et tout. Comment aujourd'hui, nous avons demandé la révision de l'article 9, le chapitre 7 et 9 des Nations Unies par rapport à ce qui se passe dans notre pays.
Mais ça, c'est des chercheurs, c'est des spécialistes qui comprennent les tenants et les aboutissants de ces différents accords et qui nous proposent même les modèles sécuritaires. Mais quand vous demandez, moi, en tant que citoyen, de dire qu'est-ce que je pense de l'école, c'est de me dire qu'il faut ouvrir les écoles. Mais de quel modèle d'école, de quel modèle de société, quel modèle d'individu le Mali a besoin aujourd'hui, quel genre de patriotisme, quel civisme, tous ces contenus, c'est un spécialiste qui les met là-dedans. Donc, quand vous faites un déni comme ça, où les gens en font un fourre-tout, chacun dit ce qu'il a sur le cœur, c'est émotif, c'est émotionnel, c'est sincère, c'est réel. Mais est-ce que les solutions de gouvernance passent par un dialogue populaire et populiste? Je dis non. C'est une bonne chose que les gens se retrouvent. C'est une bonne chose que les gens... Vous n'êtes pas pour le dialogue dont la CEMA a proposé? Je suis entièrement d'accord, mais ça c'est un dialogue technique. C'est pourquoi en son temps nous avons demandé, même le dialogue national qui était à l'époque à l'ordre du jour, on a demandé à ce qu'on fasse un dialogue politique de haut niveau. Ça veut dire quoi? La feuille de route à laquelle M. Ag fait allusion aujourd'hui, ça veut dire que cette classe politique, si elle veut vraiment sortir le Mali, qu'elle nous amène, qu'est-ce qu'on veut, où on amène le Mali, et politiquement au summum, les intelligences réfléchissent pour dire que la souveraineté à laquelle il fait allusion aujourd'hui, comment on sort de l'emprise de la France? Comment on sort de l'emprise des États-Unis? Comment on met la MINUSMA dehors? Quel mécanisme on met en place? Toutes ces réflexions stratégiques sont faites à un haut niveau. Ce n'est pas le citoyen lambda qui va vous dire comment vous allez faire aujourd'hui pour avoir votre souveraineté. Ce n'est pas un citoyen lambda aujourd'hui qui va vous dire comment vous faites pour assurer la sécurité du Mali. Donc ça, c'est un débat de haut niveau qui se tient à un niveau politique très élevé. Et si on est d'accord sur cette feuille de route, le leadership que l'on partagera avec la population permettra de rendre exclusif. Et on le partage avec tout le monde pour tenir la feuille de route. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Moussa Agathe, quelle est l'urgence aujourd'hui pour la stabilité, la cohésion, l'entente? Avant de répondre à la question, juste un petit aspect sur lequel je ne suis pas très d'accord avec mes deux interlocuteurs. J'ai gardé un très bon souvenir du dialogue national et j'en ai gardé un grand espoir. Et je pense que cet espoir n'est pas encore éteint et nous devrons tous nous mettre ensemble pour qu'il ne s'éteigne pas. Parce que dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'espoir, les quelques espoirs qu'on crée ensemble, qu'on réalise ensemble, ça devient un devoir pour chacun de les protéger et de les mettre en œuvre. La seule chose, et là je vous rejoins, qui a manqué, c'est comment concrétiser l'ensemble des recommandations, l'ensemble des très bonnes propositions qui ont été exprimées au dialogue national. Et une des tares, c'est ce fameux comité de suivi qui devrait être mis en place au lendemain du dialogue. Donc vous-même, vous avez proposé qu'on a proposé, la tâche soit laissée au président. Exactement, de choisir ceux qui doivent être dans ce comité. C'est moi-même qui ai fait cette proposition parce qu'on avait eu toutes les difficultés à trouver un consensus. Et j'ai dit au triumvirat, avec un tel nombre de personnes, vous ne pouvez pas ici mettre en place un comité. Donc, on a fait confiance au triumvirat, à qui on a demandé, au facilitateur, à qui on a demandé de dire au président de la République qu'on lui fait également confiance, mais à condition que ce comité de suivi se mette très vite et que l'espoir qui vient de naître à travers ce dialogue national, il faut l'exploiter à temps, il ne faut pas qu'il s'éteigne. Donc la tâche était laissée au président. Au président, et aujourd'hui, je pense qu'hier, il a rencontré les triumvirats. Je pense que c'est le redémarrage de cette initiative. On espère que ça puisse donner un résultat. Par contre, votre question là... Non, je dis, quelle est l'urgence aujourd'hui par rapport à la situation à laquelle il faut s'attaquer? À mes yeux, il faut mettre en œuvre l'accord pour la paix et la réconciliation. Contrairement à M. Tonkara, je pense que l'accord pour la paix est une chance pour le Mali. L'accord pour la paix est une chance pour le Mali d'avoir une armée reconstituée, capable de maîtriser ses territoires, qui connaît les réalités des populations et qui connaît aussi les réalités des ennemis de la paix. L'urgence aujourd'hui, c'est d'amplifier les canaux de dialogue national. Les dialogues nationaux, je ne parle pas du déni, les canaux de dialogue entre l'ensemble des constituants de la population malienne. L'urgence aujourd'hui, c'est de dépasser ces blocages au niveau de nos institutions, d'accélérer les réformes. Je suis un fervent partisan des réformes et je sais que les revendications, les miennes, comme celles du M5, comme celles d'autres qui n'ont pas encore exprimé les revendications et qui peut-être demain vont prendre la rue, les réponses se trouvent dans les réformes. C'est à travers les réformes qu'on peut lutter contre la corruption, qu'on peut corriger la mauvaise gouvernance, qu'on peut mettre chacun dans ses droits, qu'on peut accélérer la décentralisation poussée. Donc, le dialogue, encore le dialogue, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle.
D'accord. C'est sur ces notes que prend fin cette émission de Face au public spécial en français. Nos invités étaient Moussa Agatayer, porte-parole de la SEMA, et aussi Dr Ali Tunkara, qui est directeur du Centre des études stratégiques, des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et M. Bouakar Bokoum, analyste. Nous avions parlé de la situation sociopolitique et les réformes envisagées. Merci à vous et à la prochaine. Bonsoir.